Bonjour à tous, bienvenue au troisième webinaire qu'on tient aujourd'hui en ce 8 avril 2021. On est content de se retrouver avec les deux premiers webinaires qui ont eu lieu sur les 2 derniers mois. Le premier qui était sur la e-santé, le deuxième qui était sur la littératie en santé, celui qu'on a eu le mois dernier. Et donc aujourd'hui, on se retrouve autour de vraiment du serious game, voilà, de la question du serious game, avec les approches de ludification et de gamification. On est toujours dans le cadre de notre webinaire orchestré par le laboratoire EES, dirigé par le professeur Emmanuel Ruch, et puis bien sûr aussi avec le pôle de compétences ETP, représenté par Latifa et Tugba qui sont avec nous en tant que modératrices. Donc, merci à toute l'équipe d'être présent. Merci à nos deux orateurs que je salue tout de suite. Frédéric Kunzmann de la société My Serious Game, qu'on présentera un petit peu plus par la suite à 15h30, à 14h30, quand on passera le relais. Et puis, ce sera M. Gobron qui va démarrer dans quelques instants que je vais présenter. Juste avant, on vous rappelle à vous, les internautes, pas de questions live, pas de questions par micro, mais des questions par le chat. Et donc, du coup, des questions que je relayerai à chacun de nos intervenants à la fin de leur présentation. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis jusqu'alors. Merci pour vos inscriptions. On sait que vous nous suivez assidûment et on en est réjouis. On sait qu'il y a déjà des partages d'expériences en cours. Voilà, c'était la petite intro du moment. Donc, Monsieur Kunzmann, on se dit à tout à l'heure pour votre intervention. Et puis là, je vais donc laisser toute la place à Monsieur Gobron. Donc, vous êtes titulaire d'un postdoctorat spécialisé en simulation de l'émotion en réalité virtuelle à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, enseignant-chercheur au département d'informatique, domaine ingénierie de la Haute École Arc HESSO à Neuchâtel. Donc, ça va être à vous. Je redonne un peu le contexte de nos interventions aujourd'hui. On va parler un peu de culture et de sociologie du jeu, de l'incidence du jeu éducatif dans une approche digitale, ses intentions, ses limites, ce jeu et cette digitalisation qui a pris beaucoup de place dans la santé, dans les programmes d'éducation thérapeutique avec la crise Covid qu'on est en train de vivre. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va aussi définir ce que c'est qu'un serious game ensemble cet après-midi. C'est souvent un mot qu'on lâche, mais sur lesquels les contours peuvent nécessiter d'être un petit peu redéfinis et clarifiés. Et donc, voilà, et puis tous les attenants du serious game, on parle de gameplay, de game design. Bon, voilà, nos orateurs vont nous accompagner dans les réflexions et le défrichage de tout cet univers-là. Donc, c'est à vous. Merci infiniment, M. Gobron. Je vous laisse continuer sur votre pédigré si jamais je n'ai pas été complet. Et puis, on vous laisse partager aussi le support que vous avez prévu. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Je tiens beaucoup à remercier votre organisation aussi pour me laisser l'opportunité de discuter sur ces serious games, la gamification. C'est des choses qu'on entend beaucoup de nos jours, effectivement. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont des fois, effectivement, comme je l'ai souligné, à redéfinir, à bien préciser, parce qu'il y a de temps en temps des petits problèmes de vocabulaire. Et puis, ma présentation, elle va se focaliser là-dessus, sur le fait, au travers d'exemples, comment bien définir l'un et l'autre, et puis voir peut-être les avantages et les limites. Alors, je vais partager mon écran, s'il veut bien. C'est celui-là. Voilà, je vous ai nommé comme co-animateur, donc normalement, vous avez les droits de partage. Alors, oui, et pourquoi il ne veut pas? Je revérifie au besoin. Alors, tout à l'heure, il voulait bien et maintenant, il ne veut plus. Pourquoi? Voilà. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est fonctionnel. Tac, partager. Vous devriez voir mon écran. Voilà, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Ok, parfait. C'est parfait, on y est. C'est à vous. Alors, cette présentation, déjà, vous pouvez la voir en ligne là, directement pour récupérer les transparents via ce QR code. Elle est structurée de cette façon-là, un petit peu de manière générale, quels sont les buts? Où est-ce qu'on va? De quoi on parle? Et puis justement, de quoi on ne parle pas pour mieux limiter.
À partir de là, on va se consacrer sur le serious game, donc les jeux sérieux. Ensuite, la gamification, c'est un processus. Et puis, quelques messages à retenir. Alors, au niveau des buts généraux, on va dire, de quel domaine on parle et puis quelle est cette histoire de problème de vocabulaire et puis de quel impact on parle par rapport à la gamification et les serious games. Si je fais une petite analogie avec Mario et qu'on remonte le temps à la préhistoire de l'informatique, on va dire, pas tout à fait la préhistoire, mais pas loin, dans les années 85, donc 85, à partir de là, on a beaucoup parlé de simulation. C'était fantastique avec l'ordinateur qui devenait à la portée de tout le monde avec les premiers PC. Et puis, 10 ans plus tard, on a commencé à parler les prémices du e-learning. Et là, on allait remplacer toute l'éducation via des systèmes en ligne. Et un petit peu plus tard, on a commencé à parler de serious game, 10 ans plus tard, je dirais. Et puis ensuite, plus récemment, ça fait déjà 6-7 ans, de gamification. Le problème, c'est que de nos jours, voilà, c'est des termes qui sont peut-être un petit peu spécialisés. Ça parle d'informatique, ça parle de motivation, ça parle de simulation avec l'ordinateur. Et puis, dans les médias en particulier, on voit beaucoup de choses qui sont mélangées un petit peu dans tous les sens. Alors, je vais essayer de cadrer ça. Déjà, ce dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est la simulation. La simulation, c'est faire un modèle du réel ou d'une notion réelle ou de quelque chose qui va peut-être se produire, mais quelque chose, on va dire, on essaye d'être le plus fidèle possible. Et c'est ça, l'utilisateur observe, prendra des conclusions, mais il ne va pas avoir à être particulièrement motivé pour faire cette simulation, autre que sa propre passion, bien sûr. Au niveau du e-learning, c'est quoi? En fait, c'est simplement apprendre avec un support numérique. Donc, ça peut être divers et varié. Hein. Utiliser un PowerPoint, quelque part, on peut dire que c'est du e-learning. Utiliser via les plateformes, faire des webinaires, c'est quelque part du e-learning. Apprendre des cours, apprendre quelque chose avec un support, l'ordinateur ou des forums, c'est du e-learning. Mais là non plus, est-ce qu'on a particulièrement motivé les gens pour le faire? Comment on l'a déployé? Est-ce qu'il y a un lien avec la simulation? On n'est pas du tout spécialement dans justement le serious game ou la gamification. Je vous donne un exemple là, concret. On a une entreprise qui est suisse, qui s'appelle B-Rescue, qui travaille sur ce système-là. C'est un système qui permet de faire une simulation d'arrêt cardiaque d'une personne avec de la réalité virtuelle. Et puis, je me souviens, lors de la conférence, quand j'ai vu leur démonstration, très impressionnante et tout, et puis, certaines personnes disaient « Oh, c'est fantastique ce qu'on peut faire avec la gamification, avec les serious games. » Et puis moi, ça m'embête un petit peu, vous voyez, parce qu'il n'y a pas du tout de gamification, il n'y a pas du tout de serious game. Alors là, du coup, la personne, elle me dit « Ah bon, tu trouves pas ça bien, ce qu'ils font ?» Je dis « C'est pas du tout mon propos. C'est simplement, c'est une super simulation, c'est du e-learning, mais ce n'est pas du serious game. » Et vous voyez, il y a vraiment un quiproquo. En ce moment, la mode, c'est la gamification, les serious games, donc on doit être dans le voilà. Mais non, la simulation, les e-learning, c'est très bien en soi. C'est juste faire attention au vocabulaire. Alors, quand on parle de serious game et puis de e-learning, de quoi parle-t-on au niveau de l'impact? En fait, il y a une contribution directe, même si je saute les étapes volontairement ici, au niveau de l'information et de la communication que vous allez avoir. Et ça, si je saute les étapes, c'est justement pour essayer d'avoir une petite graine dans votre tête par rapport à ce qui va suivre. Parce que quand on parle d'information et de communication, surtout de nos jours, hein, quand on voit ce qui se passe avec les grandes
les grands de ce monde, on va dire, la manipulation avec l'informatique. Il y a des choses qui sont très très bien et des choses qui sont beaucoup moins bien. Et dans les choses qui sont beaucoup moins bien, je ne citerai personne, mais j'illustre mon propos. Et ces gens-là eh bien, utilisent de plus en plus les serious games et la gamification. Si au travers de cette petite présentation, j'insiste beaucoup sur de quoi on parle, avec cette simulation, ce e-learning, ces serious games ou la gamification, c'est justement pour aussi donner des atouts aux personnes pour identifier dans les médias sociaux tous les pièges qui sont tendus un petit peu partout. Et j'espère que ça aura un petit impact, en tout cas. Voilà. Au niveau des serious games, je vais définir brièvement le domaine, je vais donner un petit peu les tendances et puis proposer quelques exemples. Pouvoir être engagé, pouvoir y ajouter de l'émotion, ça permet d'activer la mémoire à long terme. Et ça, c'est valable pour aussi bien les processus de gamification que de serious game. Mais là, en tous les cas, cette notion-là, elle touche à quoi? Elle touche à la motivation. Là, j'ai l'impression de... Ça peut donner l'impression, ouais, c'est évident. Mais cette évidence-là, en fait, comment vous allez la déployer, c'est ce qui fera la grande différence entre le serious game et la gamification. Et notez bien que, encore une fois, dans la simulation ou dans l'e-learning, on n'est pas du tout forcé d'aller dans cet axe, dans cette dimension de motivation. Bien sûr, on pourrait rajouter une couche qui ne serait pas plus mal d'ailleurs. Petite définition sur les serious games, grâce à Link et Zelda. Voilà, un serious game, c'est avant tout un jeu. Si on vous présente quelque chose, une super simulation ultra efficace, pas du tout un jugement de valeur, de quelque chose qui n'a rien à voir avec un jeu, déjà, vous pouvez vous dire c'est déjà pas un serious game, c'est sûr. Ça peut être un truc très bien, mais pas un serious game. Et ce serious game, il va utiliser le côté fun, le côté engagement émotionnel positif pour pouvoir achever un ou plusieurs motifs sérieux. D'ailleurs, un motif sérieux n'est pas plus mal. On verra un petit peu plus tard quand on essaie de faire plusieurs motifs sérieux en même temps. Et puis là, c'est vrai que souvent, quand on commence à donner cette définition-là, il y a certaines personnes qui disent quoi? Du fun, d'un jeu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne faites pas quelque chose de sérieux, vous ne faites pas quelque chose, c'est quoi le travail que vous allez obtenir, ça sera médiocre. Et c'est là, en fait, quelque chose intrinsèquement, alors de moins en moins, heureusement, mais on voit beaucoup de réactions comme ça, que je qualifierais un petit peu de vieille école, où on a cette notion de no pain, no gain, qui en gros, si vous ne transpirez pas, si ce n'est pas dur, ça ne peut pas être bien. Et ça, c'est un peu dommage. En fait, la littérature nous montre exactement l'inverse. Si les gens y vont avec le cœur, s'ils y mettent de l'émotion positive, s'il y a des liens sociaux, ça va émuler et converger vers des solutions qui sont toujours plus efficaces. Dans tous les cas, quand je dis toujours, dans l'immense majorité. Alors, rappelons ce que c'est qu'un jeu. Un jeu, il faut qu'il y ait un environnement. Et il faut qu'il y ait un système de seuillage ou de score. Et il faut qu'il y ait des règles, et puis des règles qu'on ne change pas à la volée ou au bon vouloir. Il faut qu'il y ait une interaction utilisateur. Et puis, il faut qu'il y ait une certaine progression. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas un jeu. Alors, il y a peut-être quelques exceptions, mais grosso modo, c'est l'idée. Est-ce que ça nécessite forcément, les serious games, un ordinateur? Ah oui, serious game, ordinateur, réalité virtuelle. Non, absolument pas, non. Vous pouvez très bien faire des serious games. Je vous montrerai un exemple un petit peu plus tard qui n'a absolument pas besoin de serious game. Absolument pas besoin d'ordinateur. Au niveau des niveaux d'interaction, on peut, il y a des axes qui sont, on va dire, privilégiés.
la promotion, l'entraînement et puis la recherche. C'est des grandes tendances, on va dire. Et puis, on peut actionner les leviers du serious game à des niveaux tels que la connaissance, donc connaissance, vraiment le savoir brut, je dirais, les compétences, et là on a en général besoin d'une surcouche, d'une première couche de connaissances pour pouvoir arriver au niveau de la connaissance, de la compétence, donc c'est le savoir-faire, et puis une couche supplémentaire qui serait d'atteindre un levier sur le comportement. Et le comportement, c'est le savoir-être. Notez bien qu'on pourrait, pour un même serious game, combiner plusieurs actions, faire de la promotion en distribuant une connaissance sur tel ou tel produit, et en même temps faire que l'utilisateur puisse manier une certaine recherche et obtenir des compétences dans le domaine en question, et puis, je ne sais pas moi, s'entraîner dans un nouveau type de comportemental. De mon expérience, les serious games qui ont essayé de mélanger plusieurs dimensions de nature assez différentes ont tous échoué. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que c'est vraiment très, très difficile. Mais qu'il faut faire attention. Il vaut mieux se focaliser. Donc, un serious game, ce sera en général un croisement dans cette table. Au niveau des applications, bah, voilà, ce graphique montre, même s'il date un petit peu, je crois qu'il date de 5-6 ans, que c'est l'éducation et puis la publicité, c'est plus que 50% du marché. Et au niveau des marchés internationaux, les investissements sont faits principalement, comme on peut le constater, aux États-Unis, mais l'ensemble européen est déjà en très bonne position. Et si on rapporte à la population, à l'échelle, on voit quand même que la France, petit cocorico, hein, est très, très bien classée. Alors, nous, la Suisse, en fait, on est quelque part dans ce petit rondin-là. Ces chiffres datent aussi de 5 ans. Je pense qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et ce qui est vraiment bien, je pense en tous les cas, c'est que l'Europe marque vraiment des points dans le domaine. Les domaines de prédilection au niveau application, oui, on a parlé bien sûr de la pub, mais la santé, l'éducation et puis les personnes âgées. À ce niveau-là, j'aimerais dire 2 mots. C'est que si on voit la courbe des âges statistique en Occident, on peut constater que si dans les années 90, j'avais entre 20 et 25 ans, les années suivantes, voilà, bien sûr, ma tranche d'âge augmente. Et puis, d'ici relativement peu, je serai dans les jeunes vieux. Et donc, c'est ce marché-là. Et puis, 10 ans plus tard, je serai dans les vieux, un peu plus vieux, et puis encore plus. Et puis, peut-être si je suis encore là, dans les années 2050, je serai très, très âgé. À chaque fois, là, ce sont des gens qui arrivent sur le marché. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Un exemple, bien sûr, qui, de toute évidence, me touche, puisque je suis exactement là. C'est surtout parce que dans les années 80, donc 80, on a eu l'avènement des jeux vidéo, des consoles, qui fait que les gens sont habitués à ce genre de produit. Et c'est vrai que même si un serious game, ce n'est pas obligatoirement l'outil informatique derrière, mais force est de constater que la majorité des serious games utilisent ce médium. Et ces gens-là, en fait, ceux qui s'occupent du marché, ils auront d'autres clients qui arriveront là et qui s'accumuleront à ces premiers. Et puis là, j'ai cliqué par malheur sur un lien. Voilà. Après, mon Dieu, j'ai eu le malheur de cliquer sur un lien. Et du coup, ma présentation part en vrille. C'est très dommage. Et il y a PowerPoint qui est en train de partir en boucle. Pas de souci.
Ça mériterait une petite coupure. Du coup, le temps éventuellement que vous rattrapiez le côté informatique de la présentation, Oui, on voit en effet, vous faites une approche générationnelle en fait, hein, par rapport à cette dernière oui, diapositive, où on pourrait entendre qu'aujourd'hui, en 2020, toutes les catégories ne pourraient pas être aussi intéressées ou en tout cas acculturées à la pratique du jeu. Parce que voilà, en 2020, on voit encore que toute la population, hein, si on reprend votre diagramme vert sur l'histogramme, toute la population n'a pas connu cette culture des jeux vidéo depuis les années 80-90. Est-ce que ça voudrait dire que du coup, en 2020, ceux qui ne sont pas acculturés, on peut remarquer que c'est plus difficile pour eux c'est d'aller. exactement mon propos, oui, tout à Ouais, fait. d'accord. C'est exactement ça. Alors, je pense, alors les dernières petites études qu'on a menées dans ce propos-là ont montré que les générations en fait précédentes, hein, euh, s'adaptent mieux que prévu. Mais ce n'est pas encore extraordinaire. Mon propos, ce serait plutôt de dire, en fait, les générations qui arrivent en tant que jeunes, vieux, vieux un peu plus âgés, eux, ils s'adapteront particulièrement bien. Et il y aura une émulation, je pense. C'est pas trop difficile à prédire, en fait. Ça, je ne me mouille pas trop. Et puis, on aura, en fait, mon propos, c'est aussi de dire, c'est que là, on a un énorme marché qui arrive, je pense. Et puis, vous allez voir, les schémas suivants démontrent aussi un petit peu cet engouement. En Et si particulier je peux, celui-ci. voilà, si Oui, je peux poser une deuxième question, oui, allez-y. vous avez démarré le propos en prenant dans votre légende, ceux qui ont 20 ans en 2020, 2030, 2040. 20 ans pour vous, c'est un seuil, Ah c'est oui. un âge pivot ou pas? Alors oui, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une autre étude, c'est dommage, j'aurais pu la mettre en référence, qui a montré que ce qui va se passer dans votre vie entre, je dirais, à peu près 15 ans et 25 ans, le niveau technologique, on va dire, va avoir une influence énorme sur la suite. Et ça sera, on va dire, un petit peu vos préférences. Même si bien sûr vous allez vous adapter à plein d'autres choses. Mais il y a un ancrage, et ce n'est pas pour rien. Dans la tranche 15-25 ans, qu'est-ce qui se passe? Les Japonais diraient c'est un petit peu le hanami, dans le sens où vous regardez la fleur et c'est là où vous êtes le plus dans l'émotion, dans des grandes phases émotionnelles qui vont marquer tout. Et ces phases émotionnelles qui n'ont potentiellement rien à voir avec les outils que vous utilisez, les tablettes ou ce que vous voulez. Néanmoins, il y aura un ancrage cognitif et qui va faire que ces préférences vont perdurer tout au long de votre vie. Maintenant, avec l'espérance de vie qui augmente, mais qui quand même sature, on va dire, c'est encore notre problématique, je pense que ça pourra évoluer avec une tranche d'âge qui serait de 15 à 30 ans, peut-être. Mais je ne suis pas spécialiste du domaine, donc là, je m'avance un peu. Par rapport au marché, dans les années 10, donc 2010, on disait que dans les années 2020, on pensait que le marché allait toucher à peu près 5 milliards d'investissements. Et disait, regardez, c'est incroyable, on risque d'avoir jusqu'à 5 milliards. Et puis, en 2019, donc les chiffres datent un tout petit peu aussi, on était déjà à 19 milliards. Donc, ouais, je pense qu'il y a des investisseurs là. Donc, une sous-estimation quand même de 400%. Voilà. Quelques exemples. Alors ça, c'est une plateforme de serious game qu'on a mis en place. Donc, ce n'est pas un serious game, c'est plusieurs serious games. Alors là, j'en montre 4. Maintenant, on en a 6. Mais 2 autres, je ne peux pas trop les dévoiler parce qu'ils sont complètement avec l'entreprise qui a porté le projet par la suite auprès des hôpitaux. L'idée, c'est quand on a
une personne qui fait un AVC, souvent, hélas, il y a un certain nombre de patients qui deviennent hémiplégiques. Et c'est très, très difficile pour réapprendre à marcher quand c'est possible. Mais il y a un certain espoir. Quand vous demandez à ces personnes-là de faire des exercices qui sont douloureux, qui sont difficiles, qui sont répétitifs, et de leur dire, bah, écoutez, hein, si vous voulez avoir une chance, il faut que vous travaillez 2 à 4 heures par jour, tous les jours, devant un mur, sur un pédalier, c'est quand même pas très drôle. C'est démotivant. Et maintenant, on pourrait mettre un écran puis regarder à la télé, c'est déjà ça. Mais si ce que vous faites, c'est des jeux, et que ces jeux vont vous permettre de mieux faire vos mouvements et vous motiver, comme ces petits serious games le font, alors il y a pour la concentration, pour la précision du mouvement, pour avoir un effet compétitif avec soi-même ou travailler l'endurance. Eh bien, là, ça, vous pourrez voir l'entreprise qui porte ce projet. Les résultats sont juste extraordinaires. Les troubles musculo-squelettiques, c'est un gros problème en entreprise. Et on avait travaillé dessus sur un projet qui permettait, là c'était bel et bien, ce n'est pas une simulation, hein, c'était vraiment un serious game, parce que les petits robots qu'on était en train de monter, puis un petit peu plus tard les engrenages, ce n'était pas le sujet du tout des entreprises. Donc, on décontextualisait complètement les personnes de leur lieu de travail en réalité virtuelle, hein, c'est l'utilité de la réalité virtuelle. Et puis d'ailleurs, on leur demandait, est-ce que vous préférez être, là c'était dans un jardin virtuel ou près d'une station de ski, de sport d'hiver, ou à la plage, etc. Et puis les personnes choisissaient leur environnement. Et puis ils avaient les petits exercices à faire, et puis ils ont des points, etc. Et nous, on modélisait le squelette, et en particulier les mouvements des mains et des doigts, pour savoir si les positions, les postures, les mouvements étaient corrects. Alors, d'ailleurs, je me reprends, ce n'est pas qu'elles étaient correctes. On essayait de détecter en fait les mouvements qui n'étaient pas corrects. Parce qu'essayer de détecter des mouvements qui sont corrects, c'est juste pas possible. Par contre, détecter des mouvements qui sont incorrects, c'est possible, au moins pour une bonne raison, c'est qu'on a des limitations, bien sûr, mécaniques, mais on a aussi le fait de forcer. Si je tends mon bras très fort ou je fais exactement l'inverse, eh bien, ce sont des limitations qui sont très mauvaises. Enfin, c'est des mouvements et des positions qui sont très mauvaises et qui, hélas, favorisent les troubles musculo-squelettiques. Alors, ce projet était à l'origine, enfin, ça partait très, très bien, mais voilà, une limitation très forte qui est arrivée, c'est le toucher. Bah oui, parce que quand on a fait les user tests, à un moment donné, tout le monde nous a dit, mais oui, mais le problème, c'est que je ne touche rien. Mais en réalité virtuelle, vous ne touchez rien. Pour le moment, c'est très difficile. Alors, on a essayé de mettre en place des systèmes de gants haptiques. Et hélas, ça s'est révélé être un gros échec. Alors, d'un point de vue académique, c'est un grand succès, mais tant que les gants ne peuvent pas suivre, hélas, le sujet restera pour le moment au frigo, si je veux dire. Le projet End of Life, c'était un projet qui essayait pas de s'intéresser directement aux patients ou à la personne, les personnes âgées en l'occurrence, qui arrivent en fin de vie dans des EMS, je ne sais plus comment on dit en France, je crois que ça a changé de nom. À mon époque, c'était maison de retraite. Eh bien, le personnel, on a remarqué, ne tient pas très longtemps, a des gros problèmes psychologiques. C'est très dur de voir beaucoup de personnes régulièrement partir. Et à ce niveau-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, parce que ça touche en particulier les jeunes, hein, on a entre 10 et 15% d'abandon dès la première année, mais abandon de carrière, hein, donc c'est quand même assez grave, surtout quand on sort des études. Donc là, l'idée, c'était de dire, on va faire un livre dont on est le héros. Donc c'est tout du texte, hein, et puis j'ai un contexte, je discute avec Agathe, là, qui a 93 ans, et 93 ans, excusez-moi, et je vais avoir des choix. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 5.
Et puis, selon mes choix, eh bien, je vais vivre dans ce livre, mais je vais avoir une aventure qui va changer. C'est super ce projet parce que ça permet au personnel, aux jeunes personnels de se mettre dans des situations qu'ils risquent d'avoir, des situations difficiles, parce que bien sûr, ce livre composé de 25 scènes à réussir, c'est un cocktail de situations relativement difficiles. Jusqu'au deuil, et puis après le deuil, qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait aussi un deuxième effet, c'est le fait de pouvoir avoir son comportement, savoir quels sont mes choix et quelles sont mes forces et mes faiblesses dans ces choix. Parce que d'un point de vue technique, ce personnel est surentraîné, et ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, ce genre de job, bah, ça nécessite aussi une approche avec des compétences soft, donc l'empathie, l'écoute, des choses comme ça. Eh bien, selon mes choix, je vais pouvoir avoir un effet miroir et je vais pouvoir savoir si je suis plutôt à l'écoute ou je suis faible en empathie, et des choses comme ça. Bien sûr, tout reste anonyme, et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Comment on a fait ça? C'est un outil statistique. Vous avez plus de 300 interactions. Si vous pondérez et vous contextualisez chacune des interactions, ce qui était un très, très gros travail, d'ailleurs, le travail n'est pas complètement paramétré. En tous les cas, au niveau de l'équilibrage, c'est très difficile. Eh bien, vous pouvez avoir des outils statistiques derrière qui sont assez redoutables sur votre comportement. Un autre projet de Serious Game où là, en fait, c'était pour entraîner aussi le personnel, mais la petite enfance qui n'a pas l'habitude des accidents plus graves. En général, c'est des spécialistes du petit bobo, hein, parce qu'ils ont tous ces petits bambins qui tombent, etc. Mais par contre, il arrive des accidents très graves, par exemple, comme nous racontait le personnel du domaine, une fois dans un portail, dans une porte métallique, comme il y a beaucoup ici en Suisse, les doigts de l'enfant n'étaient pas simplement coincés. Et quand l'éducatrice a ouvert la porte, en fait, les doigts étaient un en suspens et l'autre tombé. Et imaginez le bain de sang qui en est suivi. L'enfant a survécu, mais de justesse. Comment réagir à cette situation d'urgence? La mort du nourrisson, c'était aussi un autre chapitre qu'on a travaillé. Bien sûr, là, on n'allait pas faire des exercices et des photos avec un vrai nourrisson, donc c'est un mannequin, pour savoir quels sont les gestes à faire. Un autre Serious Game, celui avec le CHUV. Donc ça, c'était une ancienne version. Et puis, très récemment, on a établi cette version-ci avec ses rendus. J'ai mis les deux pour la bonne et simple raison que ça a été publié, alors que ça, ce n'est pas encore publié, c'est en cours de publication, c'est tout frais, ça date d'il y a quelques jours, pour tout vous dire. Donc, l'idée derrière, c'est que les services d'urgence ont un turnover énorme. En tous les cas, celui du CHUV à Lausanne, c'est entre 30 et 40% de turnover du personnel. Et ça signifie que c'est une grosse perte de temps, de grosses difficultés de répéter les mêmes choses, en fait. Donc, alors qu'en plus, on est dans l'urgence, hein, le lieu. Donc, on s'est dit, on va modéliser en 3D tous ces lieux, on va mettre le personnel, c'est le vrai personnel du CHUV, hein, des urgences, là, avec le vrai responsable que je salue, et grâce à lui, on a pu faire ce projet, Pierre-Nicolas Caron. Et du coup, les personnes qui vont arriver, qui sont engagées mais qui ne sont pas encore dans les lieux, vont pouvoir se balader virtuellement et découvrir le personnel, découvrir des anecdotes, faire des petites quêtes. Et puis le jeu est fonctionnel, et puis on a un très très bon retour par rapport aux user tests qu'on a fait. Donc c'est en cours de publication. Un dernier jeu, un dernier serious game pour vous montrer qu'on n'a pas du tout, l'outil informatique n'est pas une obligation, c'est l'utilisation de cartes.
Donc, le problème, justement, là, c'était aussi dans la petite enfance, c'est que les éducateurs et éducatrices avaient des sujets assez tabous, enfin, continuent à avoir des sujets assez tabous. La sexualité chez les enfants en bas âge, ça existe. Les sexualités qu'on ne peut pas avoir, les problèmes de religion, les parents violents, ce sont des sujets d'actualité et qui sont récurrents et il y a une mauvaise. La communication n'est pas facile dans les équipes. Donc, la personne qui a développé ce produit s'est dit OK, on va faire une liste de tous les mots qui sont un petit peu tabous, qu'on a du mal à discuter. Alors, peut-être qu'en France, il y a plus de discussions, et puis qu'en Suisse, c'est vrai que les gens sont un petit peu plus, on va dire, assez réservés, et ils ont peut-être moins de facilité qu'en France à communiquer sur l'émotionnel. Donc, comment les forcer? Eh ben, ce petit jeu, il permet, chaque joueur doit tirer une carte et doit donner une anecdote, vraie ou fausse, sur le sujet. Comme ça, ce n'est pas lui, au niveau social, qui donne le sujet, qui veut en parler aux autres. C'est pas lui, c'est pas de sa faute, c'est le jeu qui lui demande et qui l'oblige à en parler. Et ça débloque un verrou social sur comment je peux amener un sujet, comment je peux discuter de ce sujet qui, justement, me tient à cœur. Et quand tout le monde, quand les 3 minutes sont finies et qu'il a réussi à faire le plus possible de cartes possible, eh bien, une autre personne va devoir aussi discuter de ça. Le but du jeu étant de faire le plus de cases possible, parce qu'à chaque fois qu'on réussit à ce que toute l'équipe ait compris le sujet amené, eh bien, on avance d'un pion et puis on regarde le score de l'équipe. Donc, on joue contre le jeu et on essaie d'aller le plus loin possible. Bien sûr, la petite motivation, c'est un prétexte, cette histoire de petits pions qui se déplacent. Et on n'a pas besoin d'avoir un super score à partir du moment où on a réussi à discuter avec les autres de sujets sensibles, c'est gagné. Et ce jeu-là a été reconnu comme vraiment très efficace et il est à présent publié dans toutes les crèches. Donc, c'est l'équivalent de 300 équipes, je crois, sur la ville de Lausanne. La gamification. L'idée de la gamification, en fait, c'est un domaine bien plus vaste parce que lui, il va toucher n'importe quel domaine. On peut gamifier n'importe quoi. Mais attention, si je fais de la gamification, je ne fais pas un jeu. Alors, c'est justement ce qui prête un peu à confusion, parce que dans le terme gamification, il y a game. Donc, on pourrait dire en français ludification, comme ça on évite le mot jeu. Ce n'est pas un jeuification. Et c'est dire quoi? C'est dire que j'ai un certain processus professionnel, hein, quel que soit, que ce soit industriel ou autre, et je vais utiliser la magie de la gamification pour avoir un autre produit qui ne dénaturera pas mon processus industriel ou professionnel, mais qui va le rendre plus motivant. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez tous eu des séances qui étaient un peu longues et pas forcément très rigolotes. Alors peut-être que tout mon blabla là, qui n'en finit pas est un peu long et puis vous en êtes en train d'espérer que je finisse mon speech. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais voilà, vous pourriez être actuellement dans ce niveau-là, parce que ça ressemble un petit peu à un cours ex-cathédra, hein, quand même, hélas. Et voilà, c'est ennuyant. Le processus est relativement inefficace. Et puis là, la gamification, l'alchimie arrive et là, pouf, on passe une séance extraordinaire, on rigole, on marque des points, on réussit à faire avancer. Et bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans le piège où cette gamification devient une caricature, on en parlera un petit peu plus tard, et puis le processus sérieux est complètement dénaturé. Notez bien aussi une grande différence, c'est que la gamification, c'est comme ce n'est pas un jeu, c'est complètement dans le travail que ça peut passer. Vous pouvez passer votre journée à faire votre job, le tout gamifié, et puis c'est génial, c'est efficace.
et vous avez bossé toute la journée. Et ça, ce serait quand même, dans un monde idéal et parfait, ce serait formidable que tout le monde se dise « je vais aller au job, c'est trop bien !» Au lieu de dire « oh là là, j'ai encore tout ça à faire, ça va être chiant, puis j'aime pas mes collègues. » Non, voilà. Attention à ne pas mélanger bien sûr la serious game, la gamification, et puis à ne pas dénaturer le processus industriel. Parce que voilà deux actrices célèbres qui n'ont pas subi de maquillage, vous allez peut-être les reconnaître après maquillage, c'est elles, oui. Donc voilà, la gamification, c'est comme mettre du maquillage. En fait, vous n'avez pas la personne est là, vous avez mis en valeur cette personne. Par contre, si vous faites la gamification un petit peu n'importe comment, voilà ce que vous pouvez obtenir. Et c'est quand même pas extraordinaire. Sauf si c'est le jour d'Halloween, le soir éventuellement. Quelques exemples. Par exemple, les Lego. Alors, on ne va pas parler des Lego en tant que jeu de construction. On va parler des Lego en tant que forme. J'utilise mes Lego et je vais pouvoir apprendre à faire un petit peu de maths. En l'occurrence, c'est les fractions. Si je dis à l'enfant, voilà, ça c'est 1. T'imagines, ça c'est une unité, c'est qu'une brique. Voilà, c'est la brique de base et d'ailleurs, c'est la brique la plus célèbre des Lego. Celle-ci, tu es d'accord avec moi, c'est la moitié. C'est 1/2. Celle-ci, c'est 1/4 et celle-ci, c'est 1/8. Et puis, du coup, là, ce serait 3/4, parce que j'en ai 3 des comme ça, c'est 3/4. Voilà. Et du coup, j'ai pu apprendre de façon assez simple. Et ça, en général, j'ai essayé sur mon fils, qui avait à l'époque 6 ans, je crois. Il a capté immédiatement. Et puis, on peut faire aussi des opérations simples. Et puis, des simplifications aussi. Est-ce qu'on a joué? Vraiment, même pas du tout. On a utilisé un média qui traitait du jeu, certes, mais on a fait que le processus était beaucoup plus simple, au lieu d'avoir que des chiffres et des symboles qui ne sont pas forcément digestes. Et la littérature d'ailleurs nous montre que si beaucoup de personnes sont indigestes aux maths, c'est que le choc au niveau symbolique n'est pas du tout bien préparé au niveau de la jeune enfance. On ne parle pas la petite enfance, mais la jeune enfance. Quand on arrive avec ces symboles, il y en a qui captent tout de suite, mais c'est une toute petite minorité de la population. Ces systèmes-là sont déjà mis en place, en tous les cas de par chez nous, j'imagine que c'est la même chose en France. Ça, c'est la gamification. On conduit, on arrive dans un village, on a un smiley qui devient vert parce qu'on conduit assez lentement. Je dépasse, j'ai mon affichage rouge. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, moi, ce qui me gêne dans les deux approches ici, d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès, mais c'est quand même une approche anglo-saxonne, et puis là, c'est une approche un peu plus francophone, on va dire, c'est que là, si je dépasse la limite, je vais passer en rouge, mais je n'ai pas cette notion de attention, là, vous allez perdre des points. Et là, au niveau même du poteau lui-même, tout est en rouge. Dans le meilleur des cas, on a un chiffre qui est en dessous de 50, mais qui reste en rouge. Au niveau pour moi, c'est de l'anti-gamification. Là. Ça, c'est de la bonne gamification. Le processus de jouer sur la peur, ça marche à court terme. Et c'est une catastrophe à moyen et long terme. Et ça, la littérature le montre pas récemment. Elle l'a montré déjà depuis une 50aine d'années. J'aime bien ça. Pour moi, c'est vrai que ça, c'est un petit peu la gamification. C'est un bon symbole. Le chat qui se regarde. Je suis un tigre. Je trouve ça formidable. Quand vous avez... là, justement, je me moque un peu de moi-même aussi, dans le sens où je me prends au piège. J'ai ce compte-là. Et puis, à chaque fois que je vais visiter tel endroit, on me dit « Allez, Stéphane, tu peux nous donner des informations sur ceci, est-ce que tu as aimé, machin ?» Puis moi, « Ouais, tu vas gagner des points, puis des petites étoiles, et puis des niveaux. »
Ça, c'est de la gamification pure et dure. Est-ce que ça va réellement faire que d'autres personnes qui visitent auront un intérêt? En fait, oui, il y a ça donne des conseils. Mais derrière, hélas, tout ce qui est médias sociaux, ils l'utilisent pour autre chose. Ils l'utilisent pour m'identifier, pour me profiler, pour savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, pour me vendre des produits. Surtout des produits dont je n'ai pas besoin et me faire croire que j'en ai besoin. Et je suis le premier à tomber dans le panneau. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous-en comme de la peste, parce qu'on n'est pas loin. Un peu plus valorisant, c'est des produits, quand ils ne sont pas en lien, c'est des produits justement qui sont comme cette montre qui vous motive à marcher un peu plus, à prendre les escaliers, et ça vous donne des petits badges. Ça, c'est de la gamification. Est-ce que ça vous avez fait faire, est-ce que le temps que vous avez utilisé, c'est pour faire un jeu? Non, vous avez fait de la marche, vous avez monté des escaliers. Vous allez être quand même beaucoup mieux dans votre peau physiquement. Est-ce que vous aurez une espérance de vie qui va augmenter? Peut-être un peu, mais pas forcément. Par contre, vous aurez mieux vécu. Et là, à partir du moment où on ne s'est pas trop connecté, peut-être que vous pouvez espérer que vous n'êtes pas trop justement surveillé et mis en laisse. Non, je n'ai pas remarqué, c'était mon anniversaire. L'industrie, la grosse industrie qui utilise alimentaire, qui utilise des friteuses industrielles, elle a un gros problème de gâchis d'huile. Elle n'a pas beaucoup de garanties en fait sur les qualités de cuisson. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui, quand vous allez au McDonald's et compagnie, je peux vous garantir que au niveau qualité alimentaire, ils sont dans les choux. Pourtant, McDonald's, c'est un des rares justement à essayer de faire très, très attention à ça. Mais la qualité alimentaire, je ne vous parle même pas que du produit, là, je vous parle de la cuisson aussi. Ce n'est pas parce que vous avez une huile qui est claire que votre huile est bonne à frire. En fait, c'est même l'inverse pour la petite histoire. Quand votre huile devient de plus en plus claire, jetez-la. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec ce projet. Et si elle est toute brune, ce n'est pas parce qu'elle est toute brune qu'elle est mauvaise, c'est juste parce qu'il y a des particules dessus. Mais ces particules ne sont pas forcément mauvaises pour la cuisson. En fait, le pire pour une huile, c'est d'être chauffée et qu'il n'y ait pas de cuisson. Ça, c'est le pire. Voilà, on a fait un système de gamification qui va faire que le cuisinier va pouvoir avoir plein d'informations et il va obtenir des points s'il réussit à réagir correctement, s'il ne mélange pas les huiles de cuisson, s'il fait plus attention aux températures qui sont mises en place, au temps de cuisson. Et vous allez me dire, oui, en gros, vous êtes en train de mettre en esclavage les cuisiniers. Non, on essaie de garantir qu'ils fassent mieux leur job. Et en échange, parce qu'il y a quand même un gâchis économique et surtout en électricité qui est monstrueux derrière, la différence, une partie de la différence en fait et des gains économisés sont pour le cuisinier justement. Comme ça, alors vous allez me dire, ce n'est pas des sommes extraordinaires, mais avoir 20 francs, 50 francs tous les mois supplémentaires, pour une certaine tranche de la population, ce n'est pas rien du tout. Et du coup, en tous les cas, sur le marché, ça marche très bien. Seul bémol là-dessus, c'est que quand on a déployé ça, on a remarqué aussi que certains industriels ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire que les bénéfices, ils les gardent tout pour eux. Et le travail quand même supplémentaire du coup, que l'application demande, c'est juste pour l'employé. C'est une grosse, ça je le dis haut et fort, une grosse bêtise d'aller dans ce sens-là. Vous devez avoir le plus possible d'employés heureux et pas de les presser comme des citrons. Voilà, c'est un avis très personnel. Un autre serious game, pas serious game justement, un autre processus de gamification, c'est le brainstorming. On a gamifié un système de brainstorming
en motivant pour la production d'idées, pour la qualité d'idées, et avec un système de reward aussi comme ça, et ça marche très très bien. On est en train de faire deux autres nouvelles publications avec les user tests qu'on a lus, qui devraient paraître d'ici 2 ou 3 mois. Quelques conclusions. Si on fait un effet comparatif, je vous laisserai regarder ce tableau un peu plus en détail parce que je pense que j'ai un petit peu trop mangé sur mon temps. Si on fait un effet comparatif entre les différents aspects, bien sûr, le sujet de cette présentation, c'était les serious games et la gamification. Ne pas confondre avec la simulation et le e-learning. Et on peut remarquer que les besoins de réalisme, oui, dans la simulation, évidemment dans le e-learning, mais pas du tout dans les serious games. Par contre, dans la gamification, oui, tout à fait. Donc, une grande différence entre les deux. Le système de récompense est vital et fondamental pour les jeux sérieux, un petit peu modérément dans le système de gamification, mais pas du tout dans le learning ou la simulation. Voilà, je dis un petit mot de pub pour notre événement qui aura lieu à partir du 28 juin 2021, le Gamification Serious Games Symposium pour la 6e édition, qui sera en ligne le 28 juin, le 1er juillet, le 5 juillet, et sur place, mais aussi retransmis en ligne, toute la journée du jeudi 8 juillet et 9 juillet à Lausanne. Les places ne sont pas disponibles compte tenu les 40 places sont déjà, il n'y a que 40 places qui nous ont autorisées, sont déjà complètes sur place. Mais je ne pense pas que vous fassiez le détour jusqu'à Lausanne. Mais en tous les cas, en 2022, là, ce sera grande porte ouverte et on vous invite à publier et à venir en Suisse. On sera probablement ou à Zurich ou à Genève. Voilà, c'était pour le coup de pub. Quelques mots de la fin, ne pas confondre gamification et jeux sérieux. Tout ce qui est gamification et serious game, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un marché qui s'ouvre complètement et qui explose littéralement. Donc, d'un point de vue académique et d'un point de vue industriel, c'est Byzance. Petit clin d'œil sur notre conférence. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement. J'aurai beaucoup de plaisir à y répondre. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Gobron, pour cette intervention qui a débuté cet après-midi de webinaire. Intervention très complète, très fournie. Voilà, vous avez pu passer en revue beaucoup d'éléments pour nous permettre de clarifier en effet des terminologies avec lesquelles nous, on est pas mal de professionnels de santé connectés ou concernés par notre recherche que nous effectuons. Et donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas fréquent forcément d'utiliser cette terminologie de gamification, de ludification. Donc vous avez pu nous éclairer en ce sens. On va retenir une question qui nous est remontée pour le coup et qui serait le fait que vous avez présenté notamment sur la fin, sur des exemples de support, aussi à un moment ce jeu de cartes qui servait un moment Word for Words, je crois, et du coup de dire que c'était du jeu de cartes, donc du jeu plutôt classique et pas du type jeu de cartes, jeu de plateau. Mais du coup, la question serait la suivante. Parce que le reste de l'exposé tournait beaucoup autour, voilà, c'était ce jeu-là, merci. L'exposé tournait autour de beaucoup de jeux plutôt digitalisés, si on peut parler ainsi. Est-ce que du coup, voilà, vous pouvez notifier une différence? Parce que le jeu classique est un petit peu plus utilisé dans notre environnement de l'éducation pour la santé ou l'éducation thérapeutique. Quand le jeu est utilisé, c'est plutôt le jeu classique de type jeu de cartes, jeu de plateau. Passer dans l'univers digital pour vous, est-ce que, alors le terme est peut-être un peu rapide de parler de plus-value, mais voilà, est-ce qu'il y a une plus-value, est-ce qu'il y a un intérêt
ou est-ce qu'il y a des ressorts à mobiliser qui vous semblent intéressants? Alors, c'est une excellente question. Pas facile, en fait, je pense, à répondre. On la posera à M. Kunzmann aussi. Le fait d'avoir un jeu de cartes comme ça, il a pu être déployé extrêmement rapidement. Il a été monté en quelques semaines au niveau du design, la conception. Et surtout, la ville a été séduite. Et puis, de nos jours, là, à l'heure où on parle, toutes les crèches ont et utilisent ce support. C'est simple et efficace. Par contre, évidemment, si vous voulez avoir quelque chose qui touche certains autres domaines, et souvent, hélas, ça ne va juste pas être possible de le déployer avec un petit jeu de cartes. Moi, je trouve que ce jeu de cartes-là, il est assez génial parce que, alors, je vais pas prêcher mon église là. Si on pouvait se passer des ordinateurs, mais je pense que ce serait top, hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. Et puis, on pourra de moins en moins. On travaille actuellement sur des systèmes pour l'éducation, pour faire que le e-learning soit plus humain. Ça, c'est ce vers quoi on va aller. Les simulations, si vous voulez immerger une personne dans un environnement comme le CHUV, là, alors actuellement ça marche sur un simple écran, mais bon, ça a été développé sur Unity, c'est quasiment, il y a relativement peu de choses pour le faire mettre en réalité virtuelle. C'est pas possible de le faire autrement. Enfin, c'est monter des décors, ça n'aurait pas de sens. La grande question, c'est là la grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on veut. Et vous allez voir que si vous grattez longtemps dans cette direction-là, la plupart du temps, les gens qui ont un problème ne savent pas ce qu'ils veulent et ne savent pas quel est leur problème. Et ce n'est pas une critique. Moi, pareil, le premier, je sais que j'ai un problème, je pense que c'est ça, et la plupart du temps, je me plante. Et la plupart du temps, je fais des efforts et mon fondement est faux. Mes hypothèses sont fausses. Parce qu'on est tous pressés, on est tous de plus en plus pressés. Alors, j'incite tout le monde à dire, je me pose, je discute avec les autres, j'utilise des outils de brainstorming et je discute du sujet. C'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Et après, je veux le déployer sur telle ou telle chose. Souvent, l'outil informatique est nécessaire, c'est vrai. À quel niveau? Est-ce que j'ai besoin de réalité virtuelle? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je crois à peu près, un client vient, oui, on veut faire un truc avec de la réalité virtuelle. Je leur dis, ben voilà, ça va vous coûter 350 000. Quoi? Ben oui. Vous voulez la réalité virtuelle, vous voulez des environnements complets, ça va faire tant d'heures de travail, ça va vous coûter tant. Vous avez besoin de réalité virtuelle? Ah ben non, finalement pas. Puis finalement, ils vont faire du texte et ça marchera très bien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment pour vos éclairages. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré cet après-midi. Merci à vous. Depuis la Suisse, voilà. On a aussi apprécié que dans cette série webinaire, on ait la possibilité d'avoir la francophonie de représenter. On avait une représentante québécoise la dernière fois. On a la Suisse cette fois-là. Donc, intérêt aussi de partager, parce que comme vous l'avez dit, hein, des approches culturelles quand même qui peuvent être aussi différentes oui. Dans l'approche du jeu, dans les approches sociétales. Oui. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous, hein, merci beaucoup. Voilà. Et à bientôt. Et sans doute, on aura la chance de vous avoir parmi les personnes qui contribueront à l'ouvrage collectif si l'occasion se présente. Un grand honneur. Voilà, bonne continuation à vous. On va laisser la parole à M. Kunzmann. Je vais vous laisser quitter votre diaporama, du coup, M. Gaubron, et puis
Voilà, on va passer la parole à Frédéric Kunzmann maintenant, qui est avec nous aussi cet après-midi. Donc, merci à vous d'être présent, Frédéric Kunzmann. Donc, vous êtes PDG, CEO Founder My Serious Game, la société My Serious Game, basée en région Centre-Val de Loire, en France, parce que voilà, on est aussi du territoire du coup avec cette équipe de recherche. Donc voilà, on est dans la francophonie, on est dans l'international et puis on est aussi dans le territoire, montrer aussi tout ce qui peut se faire et s'opérer. Et donc voilà, vous, en tant que société éditrice, on peut dire ça peut-être comme ça, de solutions de Serious Game, vous corrigerez au besoin. Et puis de compléter aussi votre qualification si je n'ai pas été complet. Voilà, donc c'est à vous. On vous laisse la parole, 30-40 minutes, allez-y, prenez le temps qui vous convient. Et pour les internautes, toujours pareil, vous remontez vos questions par le chat et on les exposera à M. Kunzmann par la suite. C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Aubry. Et je vais pouvoir partager, je pense, mon écran prochainement. Oui, tout à fait. Je vous accorde les droits à vous aussi. Voilà, c'est parti pour vous. Pour le partage d'écran possible, normalement, maintenant. Est-ce que cela fonctionne et que vous voyez bien? C'est parfait. On est encore dans l'environnement PowerPoint, mais là, je pense qu'on va passer. C'est bon? En plein écran, on est parfait. À vous. Sur la présentation, comme j'ai 47 ans, j'adorerais vous parler de ces 47 années de vie et d'expérience et vous raconter ma bio, mais je vais effectivement plutôt rester sur cette belle aventure qui est My Serious Game. Le siège est à Tours. Et ça, c'est un confort, une qualité de vie qui est remarquable pour les 50 salariés de mon entreprise. Et on a 300 indépendants qui sont principalement en France, qui viennent nous aider, qui ont une expertise. Voilà un petit peu pour l'histoire de My Serious Game. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de se positionner sur ces nouvelles façons d'apprendre. On est principalement sur la formation professionnelle continue pour adultes, tout secteur d'activité, donc le BTP, la sécurité informatique, les banques, de plus en plus sur les soft skills. Et on a un département sur effectivement la santé, parce qu'il y a de vraies évolutions et il y a des chantiers absolument passionnants. Donc, l'idée pour moi, c'est d'essayer de vous montrer plutôt des choses un peu concrètes à titre d'inspiration. Et finalement, en France, on n'est pas très éloigné de la Suisse géographiquement et puis sur les façons de voir les choses. J'ai bien aimé dans la présentation de M. Gaubron justement cette différence entre la gamification et le serious gaming. Et puis le fait de ne pas se précipiter, je retiens notamment dans la dernière remarque, de ne pas se précipiter dans une techno, voilà, de ne pas chercher de la réalité virtuelle à tout prix. Chez nous, je vais reprendre un peu le même exemple qui vient de citer. On a à peu près 5 demandes par semaine de réalité virtuelle. Il n'y en a qu'une, entre 4 et 5 par semaine, il n'y en a qu'une qui se concrétise réellement. Parce que la valeur ajoutée pédagogique de cette techno ne se justifie absolument pas. Et finalement, même des systèmes plus simples, une application, etc., va être beaucoup plus facile, plus intuitive, plus facile à déployer, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur une techno et ce n'est pas prendre le problème dans le bon sens. Donc, pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans la santé, on est essentiellement, nous, dans le sur-mesure. Là, on est le champion français, c'est vraiment sur le sur-mesure. Donc, on vient créer des parcours qui viennent répondre vraiment à un enjeu, une spécificité, une contrainte. Donc, c'est vraiment voilà, quelques références que vous avez à droite, laboratoire, centre hospitalier, etc. Et puis, on a quelques produits dont nous arrivons difficilement parfois, mais à trouver un consensus sur un savoir-faire à partager. Donc, c'est vrai qu'on l'a beaucoup dans les aides-soignantes, les formations d'infirmières, où on a des produits, des simulateurs, qui leur permettent de s'entraîner virtuellement, donc sans dommages, sans dégâts. Et en même temps, il y a cette dimension de rassurer ces étudiants qui restent donc des équipes assez jeunes et ces élèves, et donc qui leur permet de prendre un peu confiance avant d'entrer dans leur premier stage au sein de leur parcours. Comment on fait pour construire cela? Eh bien, c'est la moitié, non, je ne dévoile pas tout de suite, la moitié du tarif que l'on facture est vraiment pour penser
ce que nous allons créer. Donc, c'est-à-dire que la techno aujourd'hui est devenue très abordable. Il y a énormément d'outils, il y a beaucoup d'évolutions. Ce qui coûte le plus cher, c'est de se maintenir à niveau et de surfer tout le temps sur les nouvelles évolutions d'un Unity pour la 3D ou etc. C'est plutôt ça qu'après l'usage et la conception. Ce qui coûte vraiment et ce qui est le plus compliqué, c'est de ne pas se tromper de problème. C'est un petit peu ce qu'évoquait juste avant Stéphane. C'est de bien comprendre où on veut emmener les gens et donc de bien construire ses objectifs pédagogiques. Donc, pour ça, on utilise la méthode GAME. C'est une méthode que je partage qui est assez simple. C'est GAME pour Goal, Action, Merit, Evaluation. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours de bien partir de son objectif, de construire ensuite les modalités de gameplay, game design, de jeu, mais de rester focus sur soit son objectif pédagogique ou son objectif business, si on est sur des formations de management ou commerciales. Mais son objectif pédagogique. Et c'est à partir de cela, c'est qui mes apprenants, où est-ce que je vais trouver les modalités et le bon format. Le bon format par l'action. Et là, c'est intéressant de se dire, tiens, mes apprenants, qui sont-ils ? Ce que je vous présente à droite, c'est un schéma qui est utilisé dans la gamification de Yuki Shu, qui s'appelle Octalysis. Donc, il est utilisé dans l'industrie du jeu vidéo. Il permet d'évaluer la performance d'un jeu vidéo. On recherche à l'intérieur d'un jeu, sans succès, une quête de sens, de la pénurie, l'évitement, etc. On retrouve en fait des tas de choses qui vont être stimulantes et qui vont faire que le jeu va marcher ou pas. Et on adore dans ce type d'action se poser la question, nos apprenants, ceux qui vont suivre cette formation, qu'attendent-ils ? Qu'est-ce qui les motive le plus ? Si j'ai le temps, je vous montrerai un exemple. Par exemple, pour Fnac Darty, on a créé une application basée sur la compétition et qui stimule les forces de vente et qui a engagé 90-98% des vendeurs. Et le programme tourne depuis 3 ans. Donc, ils jouent avec leur smartphone, même personnel, parce qu'il y a un côté compétitif qui est hyper stimulant et qui correspond tout à fait à cette cible. Souvent, quand nous travaillons sur des projets dans la santé, on va jouer sur d'autres leviers comme celui du sentiment d'utilité, la quête de sens. C'est un vrai moteur pour moi. C'est-à-dire que peut-être que dans l'évolution de ma formation, je vais pouvoir aider quelqu'un virtuellement ou quelqu'un réellement qui est bloqué dans le jeu, etc. Et ça, pour moi, c'est assez stimulant et ça va faire que je vais effectivement rentrer dans cette formation et y rester assez longtemps et créer de belles émotions. Donc voilà, c'est un schéma qui peut vous donner des pistes pour réfléchir à qu'est-ce qui va être un des leviers qui va renforcer l'attractivité. Il y a aussi un autre élément et dans la formation en ligne, formation numérique, c'est cette dimension qu'on appelle le flow, qui est extrêmement difficile en fait à conserver. Tout à l'heure, j'aimais bien l'image de M. Gouron en se questionnant en même temps sur est-ce que vous vous endormez ou pas. Et vous vous rappelez de cette image où quelqu'un s'était assoupi sur la table. Là, il est en face de nous, en face de moi, je n'ai qu'un écran, une caméra, et donc je ne sais pas du tout si je parle trop vite, pas assez vite, je n'ai pas du tout de feedback, et je ne sais pas si ce que je dis sont des trivialités pour vous, ou au contraire, je vais un petit peu vite sur des éléments, parce que vous avez tous une expérience plus ou moins riche sur les formations numériques. Et donc, c'est difficile de faire quelque chose qui finalement doit s'adresser à une grande communauté et qui pourtant, avec des tas d'individus, d'expériences, d'intérêts plus ou moins forts. Et donc, ce qui est très important et heureusement qu'on arrive de plus en plus à faire dans la formation, dans le e-learning, le digital learning, le serious gaming, c'est de faire en sorte que la partie, le jeu, la simulation, la formation puisse s'adapter à l'apprenant sur le fond et sur la forme. Donc, le flow, c'est être en fait dans cette dynamique qui reste stimulante. Il faut que ça soit, que ça m'amène quelque chose, il faut que ça m'apporte quelque chose. Si je ne l'ai pas, ça ne marchera pas.
Donc, il faut cette dimension voilà, un peu stimulante. Il ne faut pas que ce soit trop, parce que sinon, je suis complètement frustré. Et puis, il ne faut pas que ce soit trop facile, parce que sinon, je vais m'ennuyer. Et donc, ce flow, cette dynamique-là, elle est propre à chacun. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est qu'on est capable de faire, même sans parler d'intelligence artificielle, juste avec des algorithmes, de faire des choses qui font que la formation digitale peut aussi s'adapter à qui je suis, mon niveau, mon intérêt, etc., mon expérience. Et ça, cette dimension qu'on appelle l'adaptive learning est vraiment quelque chose qui a vocation à se développer très fortement dans les années qui viennent, surtout quand on est sur des formations de 10, 20, 30 000 personnes. Voilà, forcément, on est tous très différents. Donc, quand on a plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, il faut absolument découper un petit peu les choses. Vous étiez peut-être au premier rang de la classe avec un besoin d'apprendre avant de comprendre, de noter les choses de manière très factuelle, petit 1 souligné en rouge, etc. Une information structurée qui n'est pas tout à fait la stratégie que j'ai choisie pour cette présentation. Vous étiez peut-être, sinon, au fond de la classe, je caricature, mais pour imaginer et comprendre un petit peu les choses, et vous aviez peut-être besoin de comprendre avant tout, d'interagir avec cette matière, peut-être de la présenter vous-même, ou d'en débattre, ou de la critiquer avec vos collègues, et donc d'en discuter, d'échanger, de manière à vous l'approprier et à l'apprendre. C'est des mécaniques qui sont assez différentes, qui forcément doivent vous parler. Et voilà. Et l'idée, c'est que la formation doit pouvoir aller là, exactement comme un formateur en présentiel, en fait, qui aura cette capacité de s'adapter au niveau du groupe et à certains individus. Donc ça, c'est toute la puissance de la formation numérique aujourd'hui, qui est un excellent complément. On utilise pour bien la réussir aussi, ça c'est inspiré des techniques d'audiovisuel, création de films ou d'écriture de livres, le schéma narratif. C'est d'une situation, d'un contexte, il y a des éléments perturbateurs avec des péripéties et des rebondissements, on est sur l'apothéose, le climax, jusqu'à avoir des éléments de résolution et le dénouement. Et le storytelling ou le schéma narratif que nous utilisons dans la création d'un serious game, il est extrêmement important. Et vous avez forcément lu, il ne faut pas le négliger, hein, ce schéma-là, vous avez forcément lu des livres qui partent en cacahuète complet, et puis sur les 3 dernières pages, oui, mais enfin, les Martiens arrivent et ils sauvent la planète et tout va bien. Ouais, on est un petit peu frustré. Là, les éléments de résolution étaient un peu trop légers. On a parfois des situations initiales qui vont durer sur 50, 100 pages. C'est un peu trop long, ça ne démarre pas assez vite. Donc, c'est des temps et des schémas, des principes qu'il faut vraiment respecter de manière à pouvoir engager et emmener les gens dans une histoire. Ici, pour voir ce que ça peut donner, c'est une application qu'on a fait pour l'AFNOR, qui est libre et que vous pouvez télécharger. Ça s'appelle le défi d'Emma. Emma, le prénom. Donc, c'est une héroïne orpheline coincée dans la montagne, et voilà donc un peu le contexte. Et donc, elle doit créer, faire de l'innovation et être confrontée à des problèmes de protection. Et donc, on va apprendre comment protéger, comment déposer des brevets, pourquoi le faire, la valeur que ça peut avoir. Et ça, c'est tout le processus d'innovation à travers une histoire. Donc là, on a vraiment utilisé tous les aspects du storytelling pour cette application extrêmement simple en 2D, sur laquelle vous pouvez jouer. Et à l'intérieur, ce qu'on y trouve, donc là, vous voyez, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des algorithmes assez simples. Pour tout vous dire, on arrive quand même sur du 3000 chemins différents. Bon, donc ça peut devenir un petit peu lourd, mais la plupart du temps, on est sur quelques centaines et ça se fait quand même assez facilement, même avec un tableur Excel. Mais vous voyez qu'à partir du moment où tout le monde passe par des troncs communs, il y a des minimums d'informations, mais après le prologue, on commence à avoir des premières interactions. Et est-ce que à notre héros, on lui fait rechercher sur Internet ou on lui fait contacter l'entreprise chinoise? Et en fonction de ça, voilà, on va commencer à avoir une arborescence comme ça, avec des chemins complètement différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment s'adapter à l'apprenant. On a une grande liberté dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a même le plus bel exemple pour moi, c'est les jeux Pokémon.
ou toute nouvelle sortie aujourd'hui de jeux Pokémon, ça va être épée, Pokémon épée ou Pokémon bouclier. Est-ce que vous êtes plutôt un profil dans la défense, un peu plus féminin, vous allez préférer bouclier, voilà, ou un peu plus dans l'attaque, vous allez moins élever vos Pokémon, vous allez plus attaquer, ce qui vous plaît, c'est les combats, vous allez choisir Pokémon épée. C'est globalement la même aventure avec un peu plus d'attention sur les combats ou un peu plus d'attention sur élever et ce côté social avec ces Pokémon. Et bien voilà, maintenant ils sortent un jeu, c'est le même prix, mais avec cette tendance ou celle-ci. Donc on va vraiment vers ce côté adaptatif. Alors, j'ai envie de vous montrer des exemples très concrets. On est très fiers de celui-ci qu'on a construit avec des IFSI, donc des écoles de formation d'infirmiers. C'est une belle aventure parce que c'est vraiment une co-construction avec les formateurs. C'est-à-dire qu'on a un vrai serious game. Il y a 5 grands scénarios sur voilà, l'administration de potassium, il y a le dosage aussi. Et ils sont extrêmement libres dans cette aventure. Ils peuvent aller dans une chambre, etc. Ils ont des consignes à un moment donné en croisant un médecin qui leur demande une administration pour le patient de la chambre 212. On ne va pas leur dire « va te laver les mains ». Vérifie que c'est le bon médicament, etc. Donc, on est libre et on se retrouve face au plateau, à l'armoire à pharmacie. Il y a eu une petite inversion, etc. Donc, si elle ne regarde pas que le comprimé est sécable en 4 et pas en 2, ça veut dire que ce n'est pas le bon médicament, enfin, ce n'est pas le bon dosage du médicament. Voilà. Si en plus, elle ne s'est pas lavé les mains avant l'administration, 2 jours après, l'état du patient de la chambre 212 va se dégrader. Et voilà, donc on les met vraiment en situation où parfois, voilà, c'est pas fais ceci, fais cela. C'est une bonne entrée en matière pour pouvoir se confronter comme ça, savoir et pouvoir expérimenter, pas la première fois sur le patient, mais du coup de manière complètement virtuelle. Donc c'est assez réaliste et c'est les formateurs en IFSI qui déclenchent les nouveaux scénarios et qui ensuite ont un tracking assez précis du groupe et des élèves. Ce qui leur permet de reprendre peut-être de manière collective, si je reprends l'exemple de l'hygiène, si c'est vraiment des erreurs fréquentes dans toute la classe, eh bien, ça va être repris lors d'un atelier de travail. Et si c'est des blocages ou des lacunes, ou des incompréhensions sur une personne, elle aura le formateur aura toutes les données pour pouvoir travailler individuellement avec cette personne. Et c'est intéressant de pouvoir avoir cette évaluation extrêmement fine en fait, pour le formateur qui après en fait quelque chose et le transforme dans ses cours présentiels. Donc c'est un bon complément auquel les élèves vont jouer en dehors du cours, mais qui vient nourrir et enrichir après le formateur. Donc avec quelques prix, on a fait un parcours un petit peu différent. C'est pour ça que je vous le présente. C'est pour les aides-soignantes. Donc toujours pour les IFAS, donc dans le cursus de formation initiale. Là, on vient enrichir le présentiel avec des modalités différentes. Il y a donc il y a un premier service gaming sur la connaissance du dossier patient, assez théorique, je dirais. Un débrief formateur, pareil avec les résultats. Ensuite, on a un entraînement donc en réalité virtuelle parce que la toilette patiente, il y a de la manipulation, retourner un patient, etc. Donc là, avec manette, etc., on est vraiment en train de s'entraîner sur les bons gestes, les bonnes postures. Donc là, voilà, la réalité virtuelle avait du sens ici, avec toujours cette phase de débriefing formateur parce que tout est extrêmement traqué. Donc analysé, enfin, on a les comportements d'hésitation, de raté, etc. Et puis, un autre serious game qui vient conclure tout cela. Donc, toujours très scénarisé et assez réaliste. Vous voyez, bon, qu'une seule capture d'écran ici. Et on l'a construit avec les Greta. Et j'en profite pour vous parler de constat, parce que je suis une entreprise privée. Notre expertise, elle est dans la technopédagogie et comment est-ce qu'on apprend à distance. Elle n'est pas dans la santé. Et pourquoi j'ai dû créer un département santé? Il y a des spécificités, que ce soit du financement, sur les évolutions. Il y a énormément de spécificités qui fait que mes chefs de projet, mes ingénieurs pédagogiques devaient comprendre et connaître un minimum pour pouvoir parler aux experts. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait énormément d'initiatives locales
et pas encore beaucoup de partage. Donc, ce qu'on a imaginé quand on a créé ça pour le Greta Normandie, Académie de Rouen, on s'est dit, c'est dommage que ça soit uniquement pour ces établissements et uniquement pour cette région, parce que ça peut intéresser tous les IFAS. Et donc, de plus en plus, quand on fait ce genre de choses, on leur dit, ben, vous en êtes propriétaire, vous avez financé ce projet, qui a été un peu subventionné par ailleurs, mais peut-être qu'il peut avoir une deuxième vie. Et donc, on le commercialise dans d'autres établissements en France, même en Belgique. Et ça permet d'avoir une autre vie et d'amortir pour le Greta son investissement initial. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, dans le secteur de la santé, se voit de plus en plus et permet de réduire les coûts. C'est pour nous toujours dommage quand on a un hôpital ou un groupement qui nous passe une commande et puis un groupement qui nous passe quasiment la même commande, mais ils ne sont pas dans le même territoire. Et on se dit qu'il y a certainement des synergies et des choses pour ne pas faire deux fois l'investissement, quitte à juste ajuster sur les spécificités de pratique ou de géographie. Quelques projets aussi sur mesure. Pour la NFH, on est sur un serious game moins autonome, moins libre. Il est beaucoup plus guidé. Il est plus encadré parce que là, il n'y a pas de formateur, il n'y a pas de présentiel autour de cela. Ce n'est pas ce qu'on appelle du blended ou du mixed learning. Donc, on a juste, on est seul avec ce serious gaming, donc il est très guidant. Et on a par contre systématiquement un feedback du coup des bons ou des mauvais choix. Et si on s'est raté, on aura la possibilité donc de recommencer et d'être retesté sur ce qui n'a pas été validé. Et donc là, c'est un serious game assez précis, assez complet de 30 minutes, donc qui fonctionne en toute autonomie. Là, on a une autre mécanique. C'est pour vous montrer des formats un petit peu différents. Donc là, on est sur un format bande dessinée, donc on n'est pas du tout sur de la 3D, on n'est pas vraiment sur du réalisme, mais on est par contre sur une fonctionnalité extrêmement simple, c'est 3 épisodes de 20 minutes, c'est vrai-faux, c'est gauche-droite, on clique et on prend des décisions comme ça assez vite pour le CHEM, donc le Collège des études médicales. Et donc là, on est sur un format beaucoup plus économique. C'est intéressant aussi, parce que je vous donne quelques ordres de grandeur. Un prix moyen, si tout est sous-traité par un prestataire en France, c'est entre 20 et 50 000 euros à peu près. Donc, c'est un investissement quand même qui peut être assez important. Évidemment, ces formats-là sont beaucoup plus économiques. On a un prix de vente moyen de 25 000 euros chez nous et 3 mois minimum de réalisation, dont 1 mois et demi, on va dire, pour bien penser le format à qui on s'adresse, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, sur quel appareil, quel est le réseau Internet, on a beaucoup de questions, etc., de manière à faire quelque chose qui soit pleinement fonctionnel, dont le résultat, ça peut être 10 fois 2 minutes, ou une seule fois 20 minutes et 3 fois 20 minutes, avec tel format, un complément sur un smartphone, ou etc. Donc, on a vraiment des formats assez différents. Il y a des projets à 300, 500 000 euros, etc., mais qui sont bien plus complets. Ça, pour faire un tour du côté des laboratoires aussi, il y a beaucoup d'innovations. On est plus sur des formations management, là, en l'occurrence une formation commerciale. Donc, chez Sanofi, on a des petites parodies qui sortent toutes les semaines et qui sont des films rendez-vous en tout inconnu. Donc, c'est par rapport aux nouveaux médicaments et aux nouveautés qui traitent l'atout au sein de ce laboratoire. Et donc, l'idée, c'est d'informer et de former toute l'équipe commerciale de force de vente qui vient après proposer ça aux différents pharmaciens, et bien d'avoir toutes les mécaniques, comprendre et pouvoir avoir un argumentaire crédible et les bons arguments de vente aussi pour pouvoir proposer ces nouveaux produits. Donc, voilà, on a sur des petites parodies d'émissions parce que c'est un côté fun, rigolo, etc. Je crois que c'est tous les mardis matins qu'ils ont ça parce qu'ils travaillent sur un iPad où ils ont la gestion des stocks aussi et des commandes. Et donc, c'est des petites vignettes comme ça de quelques minutes qui, grâce à ce côté décalé, surprenant, amusant,
eh bien, renforce la mémorisation parce qu'on va jouer justement sur l'émotion. Et dès qu'on y rajoute de l'émotion, on sait que la mémorisation est bien plus importante. Et donc, avec un format finalement assez simple. Ce petit projet d'application pour la Croix-Rouge en Belgique, c'est là où il est intéressant dans son format, on met les gens en situation et on va vraiment avoir une évaluation en fonction de ce que nous faisons. On va avoir, attention, vous êtes plutôt trop réactif, ou etc. On a plusieurs curseurs à l'intérieur qui nous évaluent et on va pouvoir avoir comme ça un coaching par l'application de ce qui est à corriger ou de ce qui est particulièrement bien. Et donc, c'est intéressant dans cette histoire assez simple où on prend des décisions assez vite. On va devoir réanimer et donc trouver le bon rythme du massage cardiaque, etc. Et donc, vous voyez, là aussi, dans des graphismes qui sont assez simples à produire, le gros de l'investissement, donc ça dépend après si vous êtes organisme de formation où il y a déjà à la fois la maîtrise de l'expertise du fond du sujet et en même temps une expertise pédagogique, les choses vont extrêmement vite à développer. Et parfois, effectivement, il faut qu'on passe beaucoup de temps sur la technopédagogie, comment on va transformer ça, à qui on va s'adresser. On veut les rassurer derrière ça, on veut pas. Donc voilà, on va tout décomposer de manière à créer le bon format adapté. Un format qui marche bien aussi, c'est quand même la vidéo. Là, chez Domitis, sur des tas de sujets, on a beaucoup de films qui mettent en situation et qui permettent de comprendre l'impact des bons et des mauvais comportements. Il y a un côté aussi très réaliste. C'est super intéressant et impactant, notamment quand on est sur des dimensions un peu comportementales et émotionnelles. Voilà, même l'égalité homme-femme, etc. Beaucoup de sujets sur lesquels la vidéo est assez impactante. C'est souvent des formats, par contre, qui sont finalement les plus chers. Une équipe de tournage, il ne faut pas faire kitsch, il faut que ce soit suffisamment crédible et il ne faut pas que ce soit des dialogues bonjour Martin, comment vas-tu? Très bien, et je t'en prie, assis-toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la QVT. Ah bon, la QVT, mais qu'est-ce que c'est? Justement, je vais t'expliquer. Bon, si on regarde un film comme ça, je pense que ça emmène personne. Donc il faut de l'ingénierie de formation, de l'ingénierie pédagogique, de la rédaction pédagogique. Il faut des scénaristes aussi qui viennent reprendre le travail et plus les acteurs, décors, etc. On est souvent là plus sur des budgets entre 50 et 100 000 euros quand on est sur plusieurs épisodes. C'est la richesse. Alors, pas là pour ce module-là parce qu'on est sur un format de 12 minutes. Mais ce qui est intéressant, souvent ce qu'on traite en vidéo, c'est souvent le comportement. Et donc, du coup, pour le traiter avec efficacité, ça va être souvent des épisodes parce qu'on va essayer de jouer sur la répétition pour accompagner cette transformation comportementale qui est plus dure que juste avoir une information. Un serious game plutôt rigolo, façon escape game. Donc, on est dans le défi. Là, en permanence, on est stimulé. Il faut sortir, il faut gagner. Donc, on est voilà, du côté de la Massif. Et donc, c'est hyper engageant. En général, c'est un vrai sujet, l'engagement. C'est pour ça que c'est des formats qui marchent particulièrement bien. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'on s'appelle My Serious Game. Et pour vous partager, je n'ai pas pu faire plusieurs projets qui m'intéressaient beaucoup à la création de l'entreprise il y a 7 ans. Parce qu'il y avait game dans le nom de la boîte et que beaucoup d'entreprises me disaient, il est hors de question que mes collaborateurs, mes agents jouent sur leur lieu de travail. C'était pas très bien vu en fait. Et puis, je pense en particulier au secteur bancaire qui est pour moi le plus touché par cela. Ils ont un conseiller bancaire à peu près 80 ou 85 modules de formation e-learning à faire par an, beaucoup d'obligatoires parce qu'il y a beaucoup de règlements, enfin de réglementaires, de juridiques, etc. qu'ils doivent maîtriser. Donc c'est subi. C'est pas du tout un choix, c'est pas une progression, c'est des contraintes réglementaires qu'ils doivent maîtriser. Et donc du coup, le taux de complétude est parfois de 30%. Le taux de complétude, le 30%, c'est le nombre sur l'ensemble des collaborateurs, des 50 000 conseillers bancaires, 30% seulement vont aller au bout et valider leur formation, ce qui sont des taux largement insuffisants. Même si la formation est obligatoire, mais il y a une lassitude. Et donc, finalement, la gamification a eu un peu le vent en poupe et aujourd'hui, c'est une grande tendance, une grande mode. Donc, c'est super.
Le piège, mais je crois que M. Aubron en a bien parlé aussi, c'est justement de savoir bien la faire. Il est hors de question d'infantiliser la situation ou le scénario. Voilà, il faut cette dimension de défi. On adore commencer par exemple par un défi dès le début. Est-ce que tu sais faire ceci? Est-ce que tu connais la différence entre ça et ça? Ah oui, tiens, c'est vrai que je ne sais pas. Parce qu'il faut très vite apporter quelque chose. Même si le serious game ou la simulation, le e-learning sont particulièrement bien réussis en termes de graphisme, d'histoire, etc. Mais si moi, je n'ai pas le sentiment de grandir ou d'apprendre, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait un fond et après une forme qui sache accompagner en fonction à qui nous nous adressons. Pour apprendre des gestes et des techniques, j'aime bien aussi cet exemple d'une petite entreprise dans le Loir-et-Cher. 2 jours de formation présentielle pour apprendre à fabriquer cet appareil d'orthodontie qui fait avancer ou reculer la mâchoire sans traumatisme articulaire. Ils ont eu un prix d'innovation en Europe. C'est remarquable, en 6 mois, la pathologie est traitée. Le problème, c'est qu'il faut 2 jours de formation à un technicien pour pouvoir savoir comment faire les soudures, coller la résine ici, etc. Eh bien, on a complètement digitalisé et ce qui est top pour cette entreprise, c'est qu'on l'a fait je sais plus si c'est 7 ou 11 langues. Quoi qu'il en soit, leur marché il est international maintenant parce qu'ils vendent leur kit, je crois que c'est autour de 300 €, et ils vendent la formation qui est à peu près 300 € aussi. Si vous achetez du kit, la formation est gratuite. Mais donc, ils ont fait un commerce autour de ça, de cette formation. Et comme il est dans toutes les langues, ils vendent en Russie, ils vendent en Italie, etc. Donc, ils ont un marché qui s'est complètement ouvert là où il y avait une contrainte de former 2 jours en présentiel dans le Loir-et-Cher. Mais c'est très joli. Mais ce n'est pas toujours évident de mobiliser des gens, le transport, etc. Et puis finalement, donc là, ils ont toute une partie théorique, c'est ce que vous voyez un peu sur l'écran de gauche, et sur la partie des écrans de droite, ils vont vraiment manipuler de manière complètement virtuelle. Donc, on va prendre le dentier, on va couler la résine, tout ça avec la souris, le clavier, de manière assez intuitive. On va réaliser toutes ces étapes. Et puis, ça a été enrichi après par des bibliothèques vidéo de cas particuliers. Mais bon, c'est quelque chose qui tourne toujours et qui a de nombreuses années aujourd'hui. Rien à voir, mais c'est pour s'ouvrir l'esprit parce que c'est vraiment un super partage chez Bouygues Énergie et Services. On a l'idée, la formation quand on est compagnon, c'est-à-dire ouvrier, c'est pas trop notre truc. On aime le concret. Donc s'asseoir dans une salle et écouter quelqu'un qui nous explique comment faire, c'est pas super. Donc, les formations, comment est-ce qu'on allait leur donner un coup de boost? Et là, pour un coup de boost, c'est particulièrement boosté. Vous pouvez taper d'ailleurs bitube.fr, il reste des petites choses qui sont en ligne. L'idée, c'est comme un YouTube, mais c'est chaque compagnon qui demande à son directeur de chantier ou au directeur régional de publier une vidéo. Donc, il reçoit une GoPro et on a tout automatisé. Et on fait juste un petit montage très simple, on rajoute quelques quiz, on fait un petit chapitrage, on met la musique, mais on fait quelque chose d'extrêmement industriel, très, très économique, histoire de publier. On fait quelques vérifications, parce que quand il a filmé, il ne faut pas qu'il ait filmé un copain qui n'avait pas le casque sur le chantier, etc. Il avait les bons gants pour traiter telle action, mais c'est eux qui partagent. Et donc là, on va suivre Michel, ou on va suivre le chantier de Marseille, etc. Et on y récupère des tas d'astuces d'1 ou 2, 3 minutes maximum, comment débrancher un tableau électrique haute tension en moins de 3 minutes, etc. Et c'est eux, et c'est du partage. Donc, ces gens-là, ces centaines de collaborateurs qui ont publié ces vidéos, je peux vous dire ils resteront toute leur vie chez Bouygues Énergie et Services, ils sont hyper fiers d'eux. Et c'est des prescripteurs, c'est les premiers en plus à faire la pub pour cette bibliothèque. Et puis, là, ils ont les conseils de quelqu'un qu'ils ont vu sur un autre chantier ou de quelqu'un qu'ils estiment, etc. Il y a un autre enjeu pour l'entreprise aussi, c'est qu'il y a une capitalisation des savoir-faire.
Donc, les départs en retraite, la difficulté de recrutement auquel ils sont confrontés, tout ça est un peu pallié par cette grande bibliothèque, ce grand Wikipédia de vidéos qui s'enrichit et voilà, qui donne de la valeur à l'entreprise. Donc, ce qui était magnifique, allez, pour conclure, parce que je pense que je vais arriver à la limite de mon temps de parole, c'est d'envoyer ces gens-là ensuite au Grand Rex à Paris avec la direction générale et de créer une centaine de prix, meilleur son, meilleur cadrage, meilleur décor, etc. Et de voir donc ces compagnons quelques-uns venaient de Suisse aussi et d'Angleterre, et pour la première fois rencontrer la direction générale avec ce prix. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de larmes et c'est chouette de voir donc des formations sur lesquelles ils sont vraiment acteurs, ils ne la subissent pas. Je pourrais vous montrer des tas de belles choses. Vous avez encore 3-4 minutes si besoin. 3-4 minutes. Allez, juste sur cette phrase choc. J'avais fait un TED il y a quelques années sur l'obsolescence de la compétence. Avant, quand on était cordonnier, il y a 200-300 ans, on transmettait ce savoir à ses enfants qui reprenaient la cordonnerie, qui finalement, sur toute leur carrière, allaient faire évoluer un petit peu la colle, mieux négocier le prix du cuir, etc. Mais le cordonnier, il faisait tout. Il achetait les clous, il négociait, il revendait, etc. Aujourd'hui, la compétence, elle a une obsolescence qui était déjà à 30 ans maximum, et qui va nous amener d'ici 2030 à 1 an. On se rend bien compte avec toutes les informations, les systèmes d'information, la machine au sens large du terme, les évolutions. Et aujourd'hui, à la fois l'humain est un frein à l'innovation et à la fois il subit, et on est un peu en tension à devoir en permanence s'adapter, s'enrichir, etc. Donc la formation a un enjeu majeur pour pouvoir suivre, accompagner ces évolutions, ces transformations. Pour prendre aussi un exemple auquel je me suis particulièrement investi, qui est l'industrie, la métallurgie. Aujourd'hui, il y a des grandes imprimantes qui font de la fabrication additive. Donc, c'est des grosses imprimantes qui balancent de la poudre métallique et un faisceau laser qui vient souder la pièce. Vous n'avez plus de soudeurs, vous n'avez plus de fraiseurs, de tourneurs, etc. Plus des métiers en plus qui sont compliqués à recruter, mais une grande machine qui en plus est capable de penser un peu les plans. C'est de vraies transformations de métiers, de formation, de circuits de formation aussi, hein, du CAP à l'ingénieur, pour les acheteurs, pour les industriels, etc. C'est de vraies transformations, des pièces plus écologiques, plus économiques, plus légères. Je pense dans le cœur artificiel, il y a de vrais débouchés. Ils ont fait plus que des expérimentations dans les prothèses de hanches qui sont faites comme ça, dans cet alliage très léger, et qui sont du coup complètement adaptés à chaque morphologie. Il y a de vraies transformations. Compliqué de se tenir à jour de tout cela et d'apprendre à maîtriser et à savoir faire. Donc l'enjeu de la formation est considérable dans les années qui viennent. On le sent bien cette année, et on est très content d'observer dans la santé cette effervescence, cette mobilisation, des fonds et des budgets européens aussi qui viennent vraiment accompagner et financer ces projets. Mais l'enjeu est considérable, parce qu'il faut faire aussi avec… alors, si j'ai encore 1 minute, je voudrais juste critiquer la gamification. C'est pour faire un peu provoque, mais il y a aussi des pièges et des limites à la gamification. Tout gamifier ne permet pas d'aider aussi des dimensions comme le goût de l'effort. Il ne faut pas que tout soit récompensant. Évidemment, la récompense est plus stimulante. On le sait, c'est le conditionnement opérant. M. Gobon en parlait aussi tout à l'heure. Il est beaucoup plus stimulant d'être récompensé pour avoir bien fait les choses que d'être puni pour les avoir mal faites. On sait que l'impact est bien, bien meilleur. À l'école, ils l'ont bien utilisé également. Enfin, ils l'utilisent de plus en plus. Mais attention à ne pas mettre du jeu partout. Tout ne doit pas être drôle, surtout quand on est en formation initiale, parce qu'après, je ne fais que si c'est drôle et amusant, sinon je ne le fais pas. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Et à tout gamifier, c'est un des défauts que nous voyons parce qu'on travaille pour beaucoup d'applications aussi à essayer de les gamifier pour les rendre plus addictives. Pour prendre un exemple, ce qu'on appelle les dark patterns, sur un écran, vous voyez des petits points rouges, c'est vos petites notifications. Si c'est rond et si c'est rouge, c'est parce que c'est un bouton d'acné. La symbolique, elle est que ce truc-là, on a envie de le gratter. C'est pas un carré vert, c'est un rond, parce que ça ressemble à un bouton. Et un bouton, on l'enlève, on l'aime pas. Donc, c'est un côté
quand j'ai un bouton rouge, il faut que je clique dessus. L'application, elle vous rappelle hey Coco. Et parfois, vous ouvrez l'application, il n'y avait rien de spécial. Vous avez mis une petite notification, elle revient me voir. Et à l'intérieur, on rentre dans des schémas où on est de plus en plus connecté. Et le fait d'être en permanence dans cette hyper-connectivité, celui qui vous dit ça, c'est celui qui vend quand même de la techno digitale, il y a des temps qui ne vont pas, qui ne respectent pas l'humain. Et qui ont des conséquences qu'on commence déjà à observer sur l'imagination. On a besoin de temps d'ennui. C'est comme ça que se construit l'imagination. Et donc voilà, je voulais juste mettre. On ne parle pas assez, je trouve, on ne s'autorise pas à parler aussi de ces thématiques-là qui sont un peu débiées. Donc, ce qui est génial, et là où je suis très content, c'est qu'au sortir de cette crise, on voit bien qu'on veut remettre de l'humain dans le digital. Et ça, c'est vraiment, vraiment un essentiel. C'est une très belle conclusion que de dire de remettre de l'humain dans le digital. Ça me rappelle les travaux d'une personne qui travaille pour le CNED, que j'ai entendu dans une conférence. C'était l'avènement du distanciel un peu plus marqué il y a déjà une petite dizaine d'années. Elle-même disait remettre du présentiel dans le distanciel. Donc vraiment, voilà, je crois que remettre aussi de l'humain et aussi dans cette veine-là. Et on est vraiment dans cette perspective avec vos propos. On aurait deux questions voilà, qui sont remontées là aussi. Vous avez employé le terme, donc on a envie de sauter à pieds joints du coup, dedans quand vous avez parlé d'infantilisation, que dans les apprentissages, tout gamifié pourrait tendre à l'infantilisation. Et du coup, dans le cadre de l'éducation à la santé, de l'éducation thérapeutique, quand on a mené des entretiens exploratoires par rapport à notre recherche, on nous a rapidement dit oui, mais en santé, justement, aborder les choses par le jeu, ça pourrait laisser entendre derrière que on est sur un rapport un petit peu infantilisant parce que la santé, c'est sérieux. Et du coup, voilà, ramener une touche de jeu dans la santé, est-ce qu'on n'infantilise pas un peu? Est-ce qu'on décrédibilise pas aussi le message médical, l'information médicale qu'on souhaite délivrer aux patients? Donc, est-ce qu'il y a une limite là aussi? On a parlé donc du terme d'infantilisation. Est-ce qu'il y a une limite par rapport à l'usage du jeu et de ce risque d'infantilisation dont vous parliez? Il peut y en avoir une. Alors, c'est un débat que moi j'entendais dans d'autres secteurs que la santé il y a quelques années. Et finalement, ils y sont allés à fond. Donc, c'est des résistances qui sont naturelles. Nous, comment on répond à ça? C'est-à-dire qu'on va créer peut-être plus, par rapport à la précédente intervention, ce qu'on va appeler un simulateur sur lequel on va utiliser les leviers de la motivation qui sont dans la gamification. Je vous parlais du sentiment d'utilité, c'est-à-dire que je vais avoir un simulateur, donc je vais être en situation réelle, je vais m'entraîner et sur lesquels je vais peut-être avoir des choses d'évitement, des choses, sentiments d'utilité. Enfin, il faut qu'il y ait un sens derrière, c'est pas juste me promener dans les couloirs, etc. C'est voilà, tu rentres dans un simulateur, tu as 20 minutes pour trouver pourquoi l'état du patient se dégrade. Voilà, je me mets en situation et ça, c'est une mécanique de jeu, enfin de la gamification. Ce côté stimulant, challenge, défi, etc. Donc, on va puiser des recettes comme ça dans des simulations qui peuvent être très réalistes. Très bien. Et puis, la deuxième question, alors là, c'est très prégnant dans l'éducation thérapeutique des patients. On souhaite que dans le programme, au fur et à mesure de leur activité éducative, ils ne perdent pas quand même en autonomie et que du coup, leur parcours reste individualisé. Et la question qu'on nous pose, c'est, mais du coup, dans l'emploi du jeu, des fois, le jeu a son scénario et du coup, il vise un objectif, mais un objectif dans une trajectoire qui peut être des fois très, très linéaire et très typée et pas forcément en conformité avec les méandres d'évolution du patient dans ses apprentissages. Mais vous nous avez parlé d'adaptative learning et on entend parler d'UX, l'expérience utilisateur. Est-ce que du coup, là, on pourrait du coup éventuellement envisager que l'emploi du jeu soit pas quelque chose voilà, de trop en tunnel, mais au contraire qu'avec ces technologies que vous nous avez abordées, on pourrait individualiser le parcours d'apprentissage du patient au travers du jeu? Sur l'ensemble des réalisations qui sont faites en Europe, c'est moins de 2% de tout ce qui est dans le monde du digital learning qui sont faites avec des notions d'adaptive learning.
Donc, c'est encore très marginal. Mais il est évident que je vais prendre un exemple avec pour une association de patients experts, un réseau d'experts d'une des formes de cancer, où effectivement la pathologie va évoluer différemment selon les gens. Et alors, on a pensé un tunnel, parce que les premiers mois, c'est l'acceptation de la maladie, c'est le déni, etc. Donc, on ne me parle pas la première semaine de ton régime alimentaire, ça va être ça. Enfin, ça peut rentrer dans une oreille, mais ça ressortira tout de suite. Donc, on va respecter, on sait qu'on a à peu près un schéma, voilà, où on va parler du régime, on va commencer à sensibiliser au bout de tel mois, et puis après revenir, et puis après approfondir dans une deuxième étape, etc. On va suivre l'évolution psychologique aussi de la maladie. Donc, on a un tunnel un peu cadrant par expérience de tous ces patients experts. Et puis, derrière, on va complètement l'adapter, mais avec des conditions, tout simplement, hein, où il y a du déclaratif à faire. Aussi, quand on lui demande toutes les semaines, est-ce que tu as suivi ton régime alimentaire, c'est une petite application de type un peu coaching. Et on voit que le résultat, le moins important, c'est l'activité physique, ou c'est le moins bon, donc on va un peu plus insister, lui donner des recettes. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va rajouter aussi, si vous retenez Adaptive Learning, retenez aussi Collaborative Learning, parce que ce qui est intéressant, c'est que soit vous créez une intelligence artificielle, il n'y a pas de problème, hein, vous lâchez quelques centaines de milliers d'euros et vous l'avez, soit, et c'est encore plus riche et passionnant, vous l'ouvrez un peu comme un Wikipédia. Et dans cette situation-là où on a telle difficulté qui est remontée, eh bien, l'application peut aller chercher dans les autres joueurs qui ne sont pas obligés de s'appeler François, hein, qui peuvent s'appeler Betty Boop 37, etc. Ceux qui ont eu cette difficulté et qui l'ont surmontée. Et tiens, est-ce que tu es d'accord pour donner ton conseil à tel joueur, etc. Et donc, de faire travailler, et là, c'est plus d'intelligence artificielle, mais d'intelligence humaine. Et ça marche super bien parce que ça a du sens. On se sent, c'est un cercle plutôt vertueux. Et là, on remet de l'humain dans le digital. Donc, les deux courants qu'on voit dans le serious gaming, c'est vraiment l'adaptive learning et le collaborative learning. C'est moins beau, mais je vais terminer sur du Fortnite ou Mario Kart. Vous voyez, ces jeux où on joue ensemble, contre ou avec. C'est vraiment un moteur aussi et plus puissant. Il faut vraiment que les formations puissent s'ouvrir aussi à cela. Et ce qu'on retrouve dans nos modèles souvent pédagogiques, hein, qu'on appellera assez couramment le socio-constructivisme, oui. où du coup, voilà, on apprend ensemble avec ce conflit socio-cognitif, parce qu'on met les étudiants ensemble à un moment, à réfléchir ensemble, à explorer ensemble, à rechercher ensemble et à se construire par collaboration et coopération. Et voilà, du coup, on toucherait ça dans ce que vous nous révélez là en conséquence de ce qu'on comprend. Et même le behaviorisme, en observant aussi, en apprenant, en observant les autres. Avec l'observation. Voilà, tout ça avec, pour, contre les autres. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup pour cette petite heure qu'on a passée aussi avec vous là, cet après-midi. Merci pour les travaux que vous avez pu exposer qui donneront peut-être des idées, hein, parce qu'on a des internautes qui nous ont suivis un peu de toute la France et de la francophonie au regard des fiches d'inscription qu'on a pu recevoir. Donc, merci beaucoup pour tous ces exemples où on voit bien qu'il y a quelque chose qui se tisse dans le milieu de la santé. Et donc, comment les équipes soignantes peuvent un peu s'en emparer au besoin. Merci à nos deux orateurs de cet après-midi. Merci parce qu'avec leur accord, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo en ligne sur la chaîne YouTube du pôle de compétences éducation ETP qui est là, le pôle, et qui se retrouve sur le site de l'Université de Tours. Donc, merci parce que vous nous donnez la possibilité de les mettre en ligne et de les diffuser, et que ceux qui n'ont pas pu être en live avec nous cet après-midi puissent les reprendre en replay. Merci aux équipes qui ont été avec moi pour préparer ce webinaire aujourd'hui. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour le 4e webinaire qui sera donc sur les questions d'éthique. Voilà, on peut se poser des questions aussi de nos pratiques en e-santé, autour de la santé digitale et les questionnements éthiques qu'il y a derrière. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain et merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.